Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène à Automédon, c'est un des événements de voitures anciennes auxquels je tiens le plus. Ça a été une révélation, je crois que la première édition que j'ai faite c'était en 2013 et vraiment je me suis pris une claque. Le parking exposant est monumental, il y a des voitures à perte de vue et ça bouge toute la journée, tout le samedi, tout le dimanche. Des voitures qui rentrent, des voitures qui sortent, il y a une partie aussi exposant. Vous aimez les voitures américaines, moi aussi, et ça tombe bien, il y en a pas mal. Déjà un super point, on a une météo royale pour tout le week-end. J'ai l'impression que cette année par contre il y a un petit peu moins de monde. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit le samedi, il y aura peut-être plus de monde demain dimanche. On a aussi cette année un problème de carburant, d'approvisionnement carburant. Donc là rien que sur le chemin j'ai vu la queue qu'il y avait pour faire le plein d'essence. Ça explique aussi peut-être qu'il y ait moins de fréquentation. Mais en tout cas j'ai déjà repéré quelques modèles américains bien sympas et je vais vous en faire le tour. Le fameux parking exposant, et là c'est généralement classé par pays d'origine. Donc les Américains ensemble, les Allemands ensemble, les Italiens ensemble. On commence par la Cadillac Eldorado 59, l'année iconique avec ses ailes arrière. Vous avez déjà vu un modèle rouge aussi sur la vidéo de Chantilly. C'est une voiture qui est extrêmement collectionnée, mais depuis les années 80 déjà, c'est des collectors, la décadence américaine. Par contre, je suis moins fan du noir. C'est vrai que pour une Cadillac de cette époque, j'aime vraiment les couleurs bien tape à l'œil. Bon, alors ça, ceux qui me connaissent savent que je m'attarde pas trop là-dessus. Là, on est sur une Lincoln Continental, je crois 1956. Ça ne ressemble à aucune autre Lincoln qu'il y aura après. Il y a un côté encore très européen dans les lignes. On n'a pas encore tous ces petits détails typiquement américains. Là, c'est peut-être trop épuré pour moi. Cette Cadillac, c'est pas celle que j'ai essayée, mais ça a l'air d'être exactement le même modèle. La Brougham 90 à 92, le pick-up de l'homme qui tombe à pic, The Fall Guy, qui a l'air d'être une parfaite réplique. Ça a vraiment de la gueule, c'est vraiment la grosse radio commandée, le gros fantasme de gamin des années 80. Ouais, c'est quand même un peu vide ce samedi. Oldsmobile avec les petites jantes custom années 80. Pontiac Firebird encore ou Transam, non, on dirait plutôt Firebird. Belle petite Corvette C3, une Dodge Dart, superbe Cadillac début 60s. J'aime beaucoup là, vraiment on a un bon équilibre dans les lignes, c'est pas too much. On a encore une partie d'aile qui se détache, qui fait un décroché par rapport au reste de la caisse. Mais c'est un petit peu plus subtil, un peu moins, moins too much que l'année 59. Je trouve qu'il y a un certain équilibre, on est entre deux époques, on est au début des années 60, ça commence un petit peu à les Cadillacs sont un peu plus sobres et je trouve qu'on a un parfait équilibre et j'aime beaucoup cette teinte là que j'arrive pas trop à définir. Ça lui va super bien et là encore on sent la bonne caisse dans sa configuration d'origine. Vraiment les années 60 au niveau design, il y a une recherche des formes qui est assez folle. Regardez même la ceinture de caisse qui court tout le long comme ça, se décrocher avec l'aile arrière, c'est superbe. Vraiment là on est dans les plus belles années de production automobile américaine en termes de design. Il n'y a rien à dire. Toute Park Avenue, une des premières vidéos de la chaîne Saut de Cars, une voiture pour laquelle j'ai une affection toute particulière. C'est vraiment un excellent compromis cette bagnole à tous les niveaux. Là on a la petite compacte économique Chrysler de la fin des années 60, début années 70. Je crois que c'est une Plymouth Valiant. C'est un peu l'équivalent du modèle qu'il y avait dans le film Duel, la petite Chrysler qui se fait dézinguer par le poids lourd. Il n'y a pas masse d'américaines pour l'instant, mais quand même des trucs sympas. Bon, vous étonnez même plus de me voir réagir quand vous jouez à ce genre de bagnole. J'aime vous montrer des choses un peu originales, pas des trucs que je vois à tous les rassos. Ça, je crois que c'est un de mes coups de cœur de ce Automédon. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part cette bagnole, une Ford Gran Torino Wagon en vert comme ça avec les panneaux en bois. Elle est magnifique. On a vraiment la config, je dirais la familiale luxueuse du milieu des années 70. Là on est sur une 72. L'arrière qu'on aura sur les Ford pendant des années, ce design là on aura sur le LTD jusqu'à la fin des années 70. Avec l'ouverture du haillon de partie, il y a la vitre qui se baisse et le haillon qui bascule. J'adore ce petit côté un peu chic sportif avec quand même des petits pneus à liseré blanc et les petites jantes sport Ford optionnelles d'époque. Elle est vraiment superbe. Alors les détails géniaux aussi, ils ont vraiment rempli le coffre avec le matos de pique-nique d'époque. Elle est vraiment sublime cette bagnole. Ah ouais, Dodge Charger, les mêmes années que ma Roadrunner, la génération 71, 74. Là c'est 1973, j'aime beaucoup la teinte, le look bien 70s, un espèce de marron qui plaît pas à tout le monde mais qui me plaît moi, avec ce toit vinyle crème. Et la petite particularité de ces années-là, ces espèces de douille d'ouverture, de vitrage pour les occupants à l'arrière, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. De toute façon, moi, ce châssis, déjà, cette base Chrysler, que ce soit chez Plymouth, chez Dodge, je suis conquis. Et cette version de Charger, comme ça, dans cette config, elle est superbe. Voilà, c'est typiquement la Charger sortie de concession en 73. La petite particularité de 73, ça se reconnaît tout de suite, c'est ces butoirs de pare-choc à l'avant, qui font partie des normes obligatoires pour l'année 73 et qui permettent de protéger aussi un peu cet avant qui est quand même bien exposé. Et là, on a les Hideaway Headlights, l'option qui permettait de cacher les feux à l'avant comme sur les premiers modèles de Charger
des années 68-70. Elle a l'intérieur qui va parfaitement avec l'extérieur, hein, parce que pour moi, quand tu as un marron extérieur, il faut avoir un espèce de caramel à l'intérieur, et là, c'est exactement ça. En plus, on a une espèce de céleri, pas paisley, mais à motif. C'est vraiment le bon kitsch des années 70. Ça, c'est vraiment la signature de cette Charger, là, cette espèce de wave sur la partie arrière du pavillon. C'est vraiment... on aime ou on déteste, mais c'est ce qui fait l'identité de ces années-là de Charger. Chevrolet Chevelle, milieu des années 60. Très sympa aussi, dans une espèce de teinte coquille d'œuf, très originale, j'aime beaucoup. Une Mustang 1970 barn find ou pseudo barn find, hein, avec des pièces de couleurs différentes. Je prends le terme barn find avec des pincettes parce que dans la voiture de collection il y a aussi un peu une hype autour de ça, hein. On n'hésite pas à vieillir artificiellement des bagnoles ou à leur donner un look un peu sortie de grange pour augmenter la valeur. En l'occurrence, je suis pas sûr que ce soit une vraie barn find, mais je me trompe peut-être. Le look d'Irats ou barn find, c'est aussi un moyen de donner de la valeur à une bagnole qui est une merde à la base. Alors c'est peut-être pas le cas de celle-là, hein. Ça permet de revaloriser des bagnoles qui sont pourries en rajoutant encore une couche de pourri par-dessus le pourri pour dire bah voilà, c'est une caisse authentique dans son jus, regarde, elle est géniale. Tu mets un vernis par-dessus la rouille, par-dessus la merde et puis ça reste comme ça. Voilà, mais ça malheureusement des fois ça cache aussi des gros défauts. Les 50s et leur ligne très cartoonesque, ce qui a fait vraiment tomber dans la folie des voitures américaines pas mal de monde, notamment dans les années 80. Hein. Ça, c'était les premières voitures collectionnées, premières voitures américaines collectionnées qu'on voyait dans les premiers numéros de Nitro, hein, les 50s. Hein. Et c'est vrai que bah, c'est juste aux antipodes de ce qu'on avait en Europe, quoi. C'était déjà le grand luxe et puis des couleurs, des designs absolument fantastiques. Là, pareil, hein, je m'éternise pas là-dessus, vous savez pourquoi. J'essaie de vous montrer des choses originales. Tiens, comme ça, par exemple, ça, c'est pas ma cam, mais je reconnais que c'est quand même beau et qu'on en voit plus tant que ça. Des Plymouth comme ça, fin années 30, début années 40. Vraiment, là, tu penses aux films Mafia, tu penses à tous tes films de gangsters des années 40, 50. Ça a quand même une petite gueule, quoi. C'est mythique. Il y a une ambiance. Quand tu regardes ça, tu es plongé dans un autre univers avec ces volants immenses et ces intérieurs. On dirait presque du mobilier intérieur, du mobilier de maison. Alors, j'aime bien ces petites Cadillac. Je me dis que s'il y avait un petit budget pour un daily américain, c'est le genre de caisse que j'achèterais. C'était vraiment un tournant dans la gamme Cadillac, hein, une caisse beaucoup plus moderne qui vient un peu trancher avec les vieillottes Cadillac. Là, on fait un bond en avant pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il me semble qu'il y a des années où la fiabilité n'est pas top. Mais j'aime bien ces bagnoles. C'est vraiment la bonne routière Cadillac des années 90. Je vous remonte quand même la Pontiac Trans Am de Marvin, que je vous ai montré, mais trop rapidement dans la dernière vidéo. Hein. De toute façon, elle aura le droit à un essai complet. Je le dis, je le redis, mais le dark green métallique comme ça, avec les jantes type BBS dorées, ça a quand même une petite gueule, quoi. Ça change des Trans Am qu'on voit de ces générations-là. En plus, c'est vraiment les dernières générations, les toutes dernières années de cette génération. Je trouve qu'il y a des petits détails esthétiques un peu plus sympas. Waouh. Bon, ça, hein, c'est les plus beaux muscle cars, encore une fois, Dodge Charger RT 1970, suivi de sa copine, année 1969, comme ça, avec cette calandre coupée en deux. Bon, bah voilà, là encore, hein, on a les plus beaux muscle cars Mopar. Dans les mêmes teintes, d'ailleurs, des teintes assez originales, une espèce de vert. J'ai pas l'appellation, j'ai plus le nom de cette teinte. Ça sent la caisse pas trop trafiquée, la caisse restaurée dans sa configuration d'origine, avec les jantes conformes, avec les bonnes couleurs. C'est pas les couleurs criardes qu'on veut toujours mettre sur ces muscle cars, toujours du rouge, du jaune ou autre quand on les restaure. On sent quand même une volonté de faire un truc un peu d'origine. Alors sauf ça, hein, ça c'est les jantes Generali. Elle est équipée de son 318 d'origine, qui est donné pour 230 chevaux à l'époque. On a encore des bons taux de compression en 69. C'est plus trop le cas les années suivantes. Elle est dans sa config toute d'origine, alors sauf le toit vinyle, c'était une triple green de ce que m'a dit le proprio. Donc elle avait le toit vinyle vert d'origine avec l'intérieur vert et la carrosserie verte. Donc si elle a le 318, bon c'est pas une version RT ou autre, hein, c'est une version on va dire avec le moteur de base, un des moteurs les plus répandus. Ça c'est un détail que j'adore sur cette caisse. C'est son bouchon de réservoir en mode compétition. Et cette Charger a son bel intérieur vert d'origine avec ce volant mythique 3 branches et en boîte auto. J'aime beaucoup aussi la console centrale, on n'a pas de banquette à l'avant, on a des sièges séparés avec une belle console centrale comme ça, boiserie et chrome. Ah, cette voiture je la connais, c'est la Ford Gran Torino de Jesse. J'adore aussi la config bien 70s, toute d'origine. Non mais matez-moi ce cul, quelle gueule. Vraiment, c'est vraiment la bonne config de Gran Torino. Et ça, c'est le détail que j'adore, vous le savez, hein, l'emblème de la concession qui a vendu neuve la voiture à l'époque. Avec cette immense ouverture sur les côtés, on a des portes sans montant. L'intérieur a grosse banquette, couleur chocolat. Le bon gros coupé 70s. Pareil, mélange chic sportif, qui est très réussi, avec ses petites jantes
un peu sport. C'est rétro, un peu sportif comme ça, optionnel aussi en forme d'obus. Oh là 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 là, quelle gueule. Ah, on aime bien aussi ces petits pick-up chevilles. Ça commence à prendre de la cote depuis pas mal de temps déjà, là. Surtout les versions comme ça en step side, avec les ailes apparentes comme ça qui se détachent de la benne. C'est le côté très typique, petit pick-up de farmer des années 70, qui est resté très longtemps. Hein. Je crois que chez GM, ça c'est resté jusqu'aux années 90, justement, ce modèle là-bas. Voilà. Dernière année du stepside sur ce Chevy du début des années 90, fin années 80, début années 90. Ah, plus ça va, plus j'aime ça. Petite Pontiac Firebird ou Formula, là c'est une Formula. Les générations 70-73, j'aime beaucoup le look. On a aussi là une belle Camaro 1969, la Cadillac d'Elvis. J'aime terriblement ces teintes. Forcément Mercury Cougar, je ne peux pas passer à côté sans vous parler. C'était la voiture que j'ai eue il y a quelques années maintenant, en noir comme ça avec l'intérieur rouge. C'est très beau aussi. Je crois que Claude François avait exactement la même config. C'est peut-être même la sienne, hein, je sais pas. Mais j'aime beaucoup la config comme ça, ouais, noir, intérieur rouge sur la Mercury Cougar. Ce qui me plaît là-dessus, c'est justement qu'on a une calandre comme ça qui est assez sombre. Et le fait d'avoir en plus la couleur noire autour, on n'arrive pas trop à délimiter les deux. Et ça donne un effet très badass sur cette caisse. Ah là 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 là, Buick Riviera aussi. Mais quelle élégance, quelle classe. Voilà, si on me demande purement, objectivement en termes de design, ce que je trouve de plus élégant, on a les Riviera de ces années-là. Là, on est en 63, 64. Et on a vraiment des lignes magnifiques. Très à l'européenne, c'est un petit peu dans l'esprit T-Bird. Voilà, c'est très élégant, très classe, très raffiné, j'aime beaucoup. J'ai une préférence quand même pour la 65 avec les fameux feux qui s'ouvrent là en forme de paupières et sans les feux centraux, je trouve qu'ils sont un peu en trop dans le style de la voiture. Mais en tous les cas, de manière générale, elle est très très jolie. Et voilà, le profil est très réussi. Ce que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est la console centrale. C'est très typé aviation. On est sur un beau mobilier intérieur de grand standing. Petit Buick 60s dans son jus. Bien sympa. Camaro de seconde génération, il y en a de moins en moins les comme ça. On a aussi là une Chevrolet Impala 2 portes qui est aussi un peu dans son jus. Ce que j'aime bien sur les Impala de cette année, c'est qu'on a vraiment le côté un peu muscle car, d'avoir des moteurs performants, d'avoir une bonne tenue de route parce que les GM sont quand même plutôt bien dans ces années-là en termes de train roulant et en même temps d'avoir de la place pour 5-6 personnes, quoi. C'est le côté sympa de ces gabarits d'Impala. Et dans les petits projets réalisables un jour, quand je dis réalisable, c'est que vraiment on n'est pas sur du gros budget. Moi j'ai un petit coup de cœur pour ces Cadillac Eldorado, cette génération qui a longtemps été mal aimée parce que c'est vraiment l'ère du downsizing, hein. Vous voyez les dimensions, on est beaucoup plus petit que les Eldorado des années précédentes, hein. On sent que la crise pétrolière est passée par là. Et en même temps, je trouve que c'est un concentré du meilleur de Cadillac dans un gabarit plus européen. J'avais eu un petit coup de cœur aussi dans le film Junkman, le film d'Aliki, un film série B un peu mauvais. Certes, on conseille plus la seule année de lancement 79 parce qu'on a le V8 350 Oldsmobile qui est quand même plus fiable et plus performant que les années suivantes qui sont en 4 litres 1. Mais même en 4 litres 1, franchement, je cracherai pas dessus, j'aime bien cette caisse. Cette Mustang, on l'a vu à Chantilly, je crois, un Mustang 69 cab, ça rigole pas, hein. Corvette C2 mais avec le 427, j'ai l'impression que c'est quasiment la même que j'ai essayé en fait. Punaise, quand je vois ça, je pense à Boss Hog de Sheriff Fume Whopper, la grosse Cadillac blanche, cabriolet avec l'intérieur rouge. Oh, l'intérieur il est bien dans son jus, hein. Il est un petit peu morflé. Ça aussi, c'est une belle année de Cadillac, avec un style très particulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, avec ces feux comme ça intégrés dans l'aile avant qui vient se séparer du reste, hein, et la calandre qui continue en pointe. C'est très particulier, moi j'aime beaucoup, mais voilà, ça fait pas forcément l'unanimité par rapport à d'autres Cadillac au style on va dire plus consensuel. Ça les amis, ça un jour j'ai. C'est pas la décadence par rapport à toutes les Cadillac, mais je sais pas, j'ai un coup de cœur et je me dis, en plus de la Roadrunner, ça aurait du sens, quoi. C'est pas du tout la même philosophie. Et on peut encore les garer, on peut trouver des box pour garer ce genre de bagnole. C'est pas des Cadillac de 6 mètres de long. Alors, regardez-moi la taille du bordel. Là, c'est un G500 et là, c'est un Chevy Pickup Fall Guy. Une jolie Chevrolet Bel Air début années 50. Pas courant ça non plus, une Ford Galaxy Cabriolet. Très beau modèle aussi de l'époque. Qui ressemble, c'est marrant, on voit quand même qu'il y a une inspiration des constructeurs à cette époque. Hein. Ça ressemble pas mal aussi à une GTO quand tu la regardes de face avant. Wow. Oh là 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 là, les amis, matez-moi ça, le luxe ultime de 73. Une Impériale par Chrysler de 1973 dans une bonne teinte, là, une espèce de brun. Franchement, je suis servi en ce moment niveau teinte des 70s. Il y a quand même pas mal de beaux exemplaires qui arrivent avec des teintes et des configurations bien d'époque ces dernières années et ça me fait vraiment plaisir. Ça les amis, pour vous situer un peu, l'Impériale par Chrysler, donc le Baron, c'est juste le summum de chez Chrysler, hein. C'est quasiment une marque à part du groupe. C'était un petit peu un échec parce que je crois que c'est la dernière année 73
pour les impériales. Mais voilà, c'était vraiment la décadence du début des 70s. Là encore, on peut savoir qu'on est en 73 avec ces gros butoirs de pare-choc qui sont devenus une norme obligatoire. Et on retrouve un peu l'esprit de Charger avec cette avant tout en calandre comme ça avec les feux cachés derrière. Elle est immense, hein. Vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte en vidéo, mais c'est vraiment un paquebot le truc, hein. On est sur les plus grosses longueurs du début des années 70, on est peut-être à 5,70 je pense de long. Et l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est littéralement du gros canapé quoi. T'as des coussins posés sur d'énormes fauteuils, enfin, c'est du moelleux sur du moelleux sur du moelleux, c'est incroyable. Alors le moteur de la Riviera que je vous ai montré tout à l'heure, et alors ça j'ai cru que c'était un bricolage style vase d'expansion bricolé comme ils font des fois avec des bouteilles de Jack Daniels, mais non en fait c'est une option d'époque, donc c'est une petite réserve en plus, une petite bouteille qu'on peut prendre, qu'on peut retirer pour faire la pointe liquide refroidissement. Donc voilà, on en apprend tous les jours, ça c'est bien d'origine. Elle est vraiment très belle sur tous les angles cette bagnole. Je viens d'apprendre par son propriétaire que c'est une 1964 et pas une 1963, la différence du coup c'est qu'on a cet emblème qui est sur le centre du capot et qui est spécifique à cette année. Cette Caprice, je la connais pas mal parce que je l'ai croisée très souvent sur Paris. C'est la Caprice de Julien qui roulait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il roulait quasiment tous les jours avec dans Paname, donc vous pouviez vraiment la voir dans pas mal d'arrondissements. C'est la Caprice 77, qui est un modèle qu'on n'a plus besoin de présenter, que j'ai eu aussi en bleu. Alors c'est une 78 celle-là, pardon, il y a des petites différences, les feux à l'arrière sont pas les mêmes, à l'avant c'est pareil, il y a des petites différences. C'est juste, je dirais pour moi, une des berlines américaines les plus équilibrées de la fin des années 70. On a vraiment tous les compromis, la bonne motorisation, assez efficiente, c'est fiable, c'est vraiment la valeur sûre de chez GM la Caprice, hein. Vraiment, t'achètes ça les yeux fermés, c'est vraiment des bonnes bagnoles confortables qui ont tous les bons attributs de l'Amérique des années 70 sans l'excès, sans les erreurs, on va dire, sans les conneries. Ces années de Firebird, j'ai encore du mal, hein. Peut-être que dans 15 ans je changerai d'avis. Je vais pas passer 3 heures dessus sur cette Mustang, mais c'est intéressant d'en parler quand même puisque c'est une Fox et qu'il y en a de plus en plus en France, hein, étant donné que les Mustangs, les autres générations sont beaucoup plus chères et hors de prix parfois. Et ça, c'est vraiment la Mustang Fox, c'est la base la plus utilisée pour les dragsters aux US. On trouve de la pièce à foison, c'est très facile à préparer. Et ça commence à débarquer petit à petit dans la collection. Là, ça c'est un modèle début années 90. Mais la Fox, elle a démarré en 79 jusqu'en 93. Ça a quand même plus de gueule que le parking de Carouf, hein. Bon, la Trans Am, vous savez que j'adore cette bagnole. J'ai une préférence pour l'année 77-78. 79, j'aime beaucoup aussi. Celle-là, c'est particulier sur rouge, hein. On aime ou on n'aime pas. Alors en plus, c'est 1981, je pense, parce qu'elle a le 4,9 litres turbo. Mais rouge, intérieur rouge, c'est pas non plus une teinte qu'on voit tous les jours. Donc je voulais quand même la montrer. Une petite C3 Pacecar officielle de 1978. C'est un modèle qui est quand même assez conservé, hein. Bien sûr, c'est collectionné, mais il y en a encore pas mal en circulation. Et ça a une petite gueule sympa avec un aspect collector qui plaira forcément aux amoureux de Corvette. Non mais moi qui ai un fou de Mopar, j'ai failli passer à côté de celle-là qui est au bout du parking. Dodge Challenger 1970, donc l'année la plus convoitée, hein, que j'adore forcément, je serais pas le seul. La teinte est assez originale aussi. C'est pas une Vanishing Point, c'est pas une Driver San Francisco jaune pétant. Ça m'a l'air d'origine, ce petit liseré, mais alors je crois que c'était sur les modèles RT, SE ou je sais plus quelle finition. Et j'adore l'intérieur bleu. C'est un bleu encore différent du mien qui vire plus sur le turquoise. On a ces deux sièges baquets comme ça avec la console centrale en boîte auto. Elle est vraiment très sympa et puis c'est un cabriolet, donc autant vous dire qu'une Challenger déjà ça court pas les rues, mais une 70 en cab, faut pas être pressé d'en voir une pareille. C'est un des plus beaux muscle car Mopar. Ce cul magnifique avec le feu de recul central comme ça, j'adore. Les Challenger et Cuda de ces années sont quand même des super caisses. Et si vous n'avez pas les moyens pour cette Challenger qui est quand même très cotée, on peut retrouver un petit peu le même esprit et le gabarit sur une AMC Javelin. Après, c'est pas du tout pareil, on n'a pas le moteur Mopar, on n'a pas le même design non plus, là quand même on a un équilibre assez fou sur cette caisse. Je vais vous montrer maintenant la partie exposant, on va dans le hall exposant. Et cette année, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins remplie que les années précédentes, on espère que ça va changer un peu, que ça repartira un moment, mais il y a quand même quelques stands sympas que je vais vous montrer. On trouve un peu tout, hein, des pièces, des spécialités par type de pièces, carburateur, beaucoup de goodies, de vêtements, de livres, de voitures miniatures. C'est assez varié. Depuis le Covid, on a un gros boom du camping-car aussi et du camping-car rétro également, notamment le combi, hein. Le stand de Paris Interceptor et leur voiture de police américaine. Bon, la Crown Victoria, ça reste la caisse de flic ultime, hein. Moi-même, je suis client de cette bagnole, hein. C'est la bonne américaine populaire qui restait longtemps au catalogue et à la fin plus pour les administrations comme la police. Pour certains, les pires voitures américaines, pour les amoureux, des bagnoles qui ont beaucoup de charme. Oh, bon, je peux pas passer à côté quand même. Et c'est les mêmes qu'à Chantilly, tiens. Magnifique
Charger 1968. On a aussi un espace conférence à Automédon, et là notamment notre ami Renaud de POA et Philippe Nemeth, Simca, Chambord. C'est vraiment drôle parce que là on voit clairement l'inspiration des voitures américaines dans les lignes, mais format réduit, aussi bien le moteur que la taille de la carrosserie. Original, une Mercury Cougar Barn Find. Vu l'état de la carrosserie, effectivement, je pense que elle n'est pas sauvable. Le stand American Car City Classics avec cette magnifique Corvette que j'ai pu essayer sur la chaîne. Je vous invite à aller voir l'essai parce que moi, elle m'a retourné le cerveau, cette caisse. Elle est incroyable à la conduite. C'est la supercar des années 60. Petite Camaro 60s, Mustang, T-Bird, des belles années. Et cette Corvette aussi qui est dans un état de conservation incroyable avec le 454. Et ce qui me plaît beaucoup avec ce modèle-là, c'est qu'elle est rouge, intérieur rouge. Voilà, c'est vraiment une config folle. Elle a tout jusqu'au bon moteur. Parce que les Corvette C3, il y en a quand même pas mal sur le marché en France. Après, la difficulté, c'est d'arriver à distinguer les modèles qui valent vraiment la peine, aussi bien dans l'état que dans la configuration. Et souvent, c'est beaucoup de modèles en 350 avec un état de conservation pas folichon. Après, attention, 350, c'est aussi un bon moyen d'acquérir une Corvette C3 qui est accessible, parce que des comptables dans les big blocks, c'est pas les mêmes prix non plus. Mais voilà, il y a quand même une autre valeur sur ces véhicules et peut-être une autre notion d'investissement quand tu prends un big block. Ça, c'est super original. C'est pas tous les jours que je vous verrai ça. C'est pas un modèle qui est très collectionné. Et alors en trouver une dans cet état et dans cette config, c'est assez inédit. C'est une Chevrolet Vega. C'est un peu la concurrente Chevrolet de la Ford Pinto. Des petites tentatives de proposer des véhicules concurrentes aux petites japonaises qui commencent à débarquer sur le marché américain en pleine période de crise pétrolière. Les petites Honda Civic, ces petites caisses-là. Donc les Américains ont tenté de réagir avec ce genre de bagnole. Et là en plus, on a une config pas courante type break de chasse. Mais break de chasse petit gabarit quoi. On a quand même les panneaux en bois, donc ça a vraiment une notion un petit peu, on est un peu sur une notion de luxe, sur une caisse qui a quand même une vocation première d'être un véhicule économique. Donc c'est vraiment une caisse assez inattendue. Jusqu'à l'intérieur, on est quand même sur une belle config type Chevrolet Camaro, Impala, taille S on va dire. C'est vraiment mignon, ça a du charme, mais on ne s'attend pas à voir ce genre de caisse en Europe, puisque c'est pas des modèles archi convoités, archi collectionnés. Donc c'est très original et puis c'est, bref, la galerie de toi tu te marres quoi. Ce petit station wagon américain, c'est inattendu. Et pour la petite anecdote sur qui je tombe au moment où j'observe cette caisse pour la première fois, Renaud de POA, il n'y a vraiment que lui ou moi pour être client de ce genre de caisse. Celle-là j'en ai fait le tour pareil tout à l'heure. Elles sont dans un état incroyable, c'est rutilant, c'est full d'origine, des belles configurations. Elles sont incroyables ces bagnoles. Vraiment, on a l'impression qu'elles sortent d'usine, elles sont même mieux qu'à l'usine, c'est fou. Cette T-Bird aussi, c'est magnifique, je crois que c'est une de mes années préférées. Regardez-moi ça. Quel design, quelle couleur. En plus, je trouve qu'ils ont eu la bonne idée de la magnifier avec ce spot bleu là qui donne un côté un peu vaisseau spatial à l'intérieur. Et c'est vraiment ça, c'est le Space Age, la T-Bird début 60s. C'est une caisse de folie. Ma petite fierté, c'est qu'il y a récemment un abonné qui en a acheté une grâce à ma vidéo, parce qu'elle était dans un de mes tops. Et il a craqué pour cette bagnole et il en est super content, il arrête pas de rouler avec et c'est limite il a envie de m'en parler tous les jours tellement il aime. C'est pas américain, c'est une de l'âge, mais franchement excusez-moi, c'est une caisse de méchant, c'est impressionnant, on dirait une voiture de film. C'est soit la caisse de la ligne des Gentlemen Extraordinaires, soit la caisse de Cruella. Là on a une petite Corvette C3 dans une configuration aussi sympa, anti-top. Et alors cette teinte, je me demande si c'est pas la teinte des Corvettes qui étaient offertes aux astronautes de la NASA à l'époque. Bon les amis, j'ai fait un peu le tour de ce Automédon. Il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude, mais c'est peut-être aussi parce que c'est le samedi. Et comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes d'approvisionnement en carburant, donc les gens font la queue aux stations. Et ceci dit, c'était encore une très bonne journée, une bonne après-midi. J'ai passé un bon moment avec des potes, j'ai vu des caisses encore sympas, quelques exposants cool. Donc c'est toujours un événement que je recommande, peut-être plus le dimanche avec plus de voitures, plus de monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!